Je vous rappelle qu'Annibal Camus est né à Nice en 1638 et qu'il vécut toute sa vie à Marseille. Il participa à la construction du fort Saint-Nicolas, il servit comme soldat sur les galères royales pendant plus de 40 ans et il était passionné de botanique puisqu'il entreprit plusieurs voyages avec le célèbre botaniste aixois Python de Tournefort, ce qui fit de lui l'un des premiers écologistes. Il partit à pied à Versailles pour rencontrer la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, et il se maria à l'âge de 60 ans avec Marie Espitalier, qui lui donnera 2 fils. En 1720, alors qu'il a dépassé les 80 ans et que tout va pour le mieux pour lui, aussi bien d'ailleurs que pour Marseille, qui n'a jamais été aussi prospère, rien ne laissait présager la catastrophe sournoise qui allait s'abattre sur la ville. Il deviendra alors l'homme providentiel. Péremptoire, la baguette du chef martèle le pupitre sur laquelle s'étale la partition de 4 concertos pour violon, flûte et hautbois d'Antonio Vivaldi. Dans l'assistance nombreuse, on reconnaît le fameux Annibal Camus, sur lequel le temps ne semble pas avoir de prise, et son épouse, la douce Marie. La toute nouvelle Académie de musique, désirée par le maréchal de Villars et par Monseigneur de Belzins, évêque de Marseille depuis 1710, qui espérait que la musique ferait perdre aux Marseillais leur goût immodéré du jeu, organisait des concerts rue Venture depuis le début de l'année. Le professionnalisme des musiciens, qui pourtant étaient tous des amateurs, et la personnalité des chefs d'orchestre, maîtres de chapelle à Saint-Victor, contribuaient à faire du concert de Marseille l'un des plus brillants du royaume. Pour celui du 14 février 1720, les échevins avaient espéré y entrer sans payer. Mais il s'était fait vertement rappeler à l'ordre par le maréchal de Villars. À l'issue de ce concert superbe, les spectateurs enthousiastes applaudirent longuement et avec délectation. La musique, on ne le dira jamais assez, a toujours tenu une place prépondérante dans la vie de la population. La musique et plus encore l'opéra. Dans la très belle salle en bois peint et doré du Nouvel Opéra rue Pavillon, les Marseillais se pressaient en mai 1720 pour découvrir le phaéton de Lully. Au même moment, un vaisseau marchand approchait lentement des côtes marseillaises. Il s'agissait du Grand Saint-Antoine, flûte hollandaise commandée par le capitaine marseillais Jean-Baptiste Château, en provenance de Palestine et de Syrie. Nous sommes le 25 mai 1720. On imagine aisément ce matin-là Annibal Camus, qui, selon ses habitudes, se levait avec le soleil, le regard scrutant l'horizon et apercevant sur une mer d'huile les contours nébuleux de l'impressionnant navire long de 40 mètres se dessinant peu à peu entre ciel et mer. De tout temps, Marseille voyait arriver avec joie, une joie toujours renouvelée, les bateaux venant d'Orient, chargés de marchandises, synonyme de prospérité pour la cité laborieuse. Qui aurait pu penser que ce fier bâtiment qui allait entrer dans le port portait dans ses flancs la plus abominable des maladies dont on ne prononce le nom qu'avec effroi, la peste, et que, au mépris des règlements, malgré 9 décès suspects enregistrés en mer, les autorités de la ville, par laxisme, inconscience ou cupidité,
autoriserait le débarquement de ces ballots de soie qui allaient transporter la marchandise, la maladie plus exactement, dans toute la cité. Le chirurgien Guérard, attaché aux infirmeries, qui étudie le cadavre d'un matelot, mort à bord 2 jours après l'arrivée du bateau, parle dans son compte rendu de décès dus aux mauvais aliments. Le 13 juin se produit le premier décès d'une personne qui n'était pas à bord, le gardien du navire. Le chirurgien Guérard, après examen, le déclare mort de vieillesse, à 35 ans. L'ignoble farce se poursuit. Et bientôt, on enregistre les premières victimes dans les quartiers les plus populeux de Marseille. Oh, il est vrai que ce ne sont que de pauvres gens qui n'intéressent personne. Quelques miséreux de moins qui s'en inquiéteraient, même dans une ville où généralement la solidarité entre voisins n'était pas un vain mot. Annibal Camus, curieux de tout, à l'affût des moindres nouvelles, s'en émeut pourtant, et pressent le danger que personne ne veut voir, et les échevins, responsables de la cité, moins encore que les autres. Cependant, les morts se multiplient dans plusieurs points de la ville et touchent désormais toutes les classes de la société. 2 mois après l'entrée du Grand Saint-Antoine dans le port, il faut bien se résigner à appeler un chat, enfin, ou plutôt un rat, et à prononcer le mot tabou. Le 1er août, les médecins d'abord, puis les échevins ensuite, déclarent officiellement que l'épidémie est bien la peste. Le gouverneur Viguier, le marquis de Pile, décident aussitôt que personne ne sortirait ni ne rentrerait dans la ville, illuminée désormais de jour comme de nuit, de feux de bois placés le long des murs, sur les places publiques et devant chaque maison. La maladie se répand à une allure fulgurante. On meurt chez soi, on meurt dans la rue, et bientôt les échevins rencontrent un nouveau problème, l'entassement des cadavres dans les rues. Ils font alors placarder des affiches sur les murs pour solliciter des volontaires afin de procéder à l'enlèvement et à l'enterrement des victimes. Malgré les gratifications promises, on ne se bouscule pas au portillon, et les quelques rares volontaires du début sont rapidement emportés par la maladie. Les échevins de Marseille, ces magistrats municipaux qui administraient la cité phocéenne sous l'Ancien Régime, firent alors appel au forçat, fourni par le chevalier de Rancé, commandant des galères. Le nettoyage de la ville impose des solutions radicales en raison de la progression exponentielle de la mortalité, comme le creusement de fosses communes dans lesquelles les cadavres sont recouverts de chaux vives. Dans le quartier de la Tourette, où presque tout le monde avait péri, le chevalier Rose allait se dévouer sans compter à la tête de 100 forçats pour ramasser les morts qui pourrissent et propagent l'infection. Dès les premiers jours de l'épidémie, d'étranges créatures, qui semblent apparentées à nos modernes Shadocks, font bientôt leur apparition. Ces êtres mystérieux, aux gestes lents et mécaniques, et qui parcourent la cité en tous sens dans leur accoutrement carnavalesque, ce sont les médecins marseillais, qui très vite s'avouent impuissants face à l'ampleur de la catastrophe. Dès la première semaine d'août, soit 2 mois après la funeste arrivée du Grand Saint-Antoine, on comptait près de 1000 morts par jour à Marseille, et dans tous les quartiers de la ville. Au plus fort de la maladie, Charles Peyssonnel, doyen des médecins de Marseille, eut le courage de s'enfermer, à près de 80 ans, à l'Hôtel-Dieu. Victime de son dévouement, il y meurt dans d'atroces souffrances. Les autorités religieuses
affirment de leur côté que Dieu punit les habitants de la ville à cause de leurs multiples péchés, et que dans cette hécatombe, Dieu reconnaîtra les siens. Hannibal, qui selon son biographe a de la piété sans superstition, ne croit guère en la vengeance céleste, même s'il reconnaît, en le condamnant, le goût de la luxure, de la rapine et de la débauche de certains de ses concitoyens. Dès les débuts de l'épidémie, fleurit toute une littérature en prose et en vers vantant des remèdes miracles contre la contagion. Prenez un brin de rue, plante à fleurs jaunes vivant dans des endroits secs. Au plus haut de la plante, un grain d'ail, un quartier de noix, un grain de sel de la grosseur d'un pois. Mangez tout cela tous les matins et vous pouvez être assuré d'être préservé de la peste. On recourt à la thériaque, à l'orvietan, drogue inventée par un certain Ferrante d'Orvieto, et surtout au fameux vinaigre des 4 voleurs, dont on se frotte le visage et les mains, macération judicieuse de 15 jours de vinaigre blanc, d'absinthe, de reine des prés, marjolaine, sauge, girofle, angélique, romarin, marube et camphre. Mélange subtil et sans doute efficace. En effet, alors que la logique savante des médecins semblait ne servir à rien, l'empirisme populaire et le bon sens de beaucoup donnaient quelques résultats significatifs. Hannibal est proche des thèses des médecins marseillais, et lui qui réside à la campagne, car, ne l'oublions pas, les abords de Saint-Victor sont entourés de champs et de quelques fermes, il est persuadé que pris dans son étroit lacis de Venelle, les quartiers de la ville dans lesquels la population vit entassée dans une promiscuité à peine imaginable sont des nids d'infection, et que de ce grouillement naît un air saturé de fièvre. Pour lutter contre cela, il préconise depuis longtemps, en sus d'une refonte de l'urbanisme, une sévère hygiène de vie et d'alimentation qui font de lui un précurseur de nos nutritionnistes actuels. Mais le petit peuple n'était jusqu'alors guère réceptif à ces arguments. Il faut bien se rendre compte qu'en ce début du XVIIIe siècle, l'hygiène, même élémentaire, est encore considérée comme un luxe par la classe laborieuse et un privilège réservé à la bourgeoisie et à la noblesse. Isolé face à la ville, sur son vallon, Hannibal Camus n'avait qu'un seul voisin immédiat, la puissante et austère abbaye de Saint-Victor, et ses moines laborieux dont la vie, avant tout contemplative, était ponctuée par la règle de Saint-Benoît. Il entretenait d'excellentes relations avec les moines, et lui qui était très attaché, de façon quasi viscérale, à la terre et à ses produits, appréciait le monachisme vécu à Saint-Victor, basé sur le culte, la culture et avant tout l'agriculture. Toutefois, Hannibal a toujours été jaloux de son indépendance, même s'il ne répugnait pas à bénéficier des largesses de certains grands seigneurs, au point d'être parfois accusé de cupidité. Ceux-ci, en fait, ne devaient en aucun cas attendre de sa part quelque soumission ou quoi que ce soit d'autre en échange, si ce n'est ses sages conseils, ou par la suite ses préparations médicamenteuses. De même, vis-à-vis de son séduisant voisin, qui lui offrait tranquillité et sécurité, il sut garder poliment ses distances, refusant de rejoindre ce havre de quiétude et n'acceptant pas son intégration à la familia monastique, malgré les appels du pied de nombreux amis moines qui, comme lui, cultivaient la terre avec amour. Le 29 juillet, un mois après l'apparition de la peste dans la ville,
alors que l'inventif curé de Saint-Martin proposait l'utilisation de pincettes de 2,60 m de long pour donner l'hostie à Monseigneur de Belzunce, dont la moue ostensible trahissait l'agacement, les moines de Saint-Victor édifiaient une véritable barricade pour rompre toute communication avec la ville. S'isoler ou fuir. Désormais, le choix était simple, du moins pour ceux qui pouvaient se permettre de choisir leur destin. La plupart des notables et des bourgeois prirent la fuite, de même qu'un grand nombre de médecins, avocats, procureurs, négociants et chanoines, contribuant ainsi à la paralysie totale de toutes nos institutions et favorisant l'établissement d'un climat de terreur et d'anarchie. Hannibal assistait consterné à cette fuite en avant de notre élite intellectuelle et sociale. Parmi ceux qui restèrent, beaucoup s'enfermèrent, imitant en cela les chanoines de Saint-Victor, priant désormais pour le salut commun derrière les épaisses murailles de l'abbaye dont ils murèrent soigneusement les ouvertures. En fait, il faut préciser que Jacques Gouyon de Matignon, qui dirigeait la communauté depuis 1703, ne prit pas cette décision d'isolement de la communauté victorine de gaieté de cœur. C'est du moins ce qu'il prétendit. Mais ne fallait-il pas, coûte que coûte, protéger celle-ci du fléau, pour qu'elle puisse tout entière se consacrer à implorer la clémence de Dieu? C'était pour lui un devoir impérieux. N'était-il pas le principal responsable vis-à-vis de la communauté et de Dieu? Hannibal Camus ne pouvait que réfuter un tel argument, fallacieux selon lui. Il considérait au contraire que le devoir de l'abbé était d'ouvrir toutes grandes les portes de l'abbaye aux Marseillais et de permettre aux moines d'aller à leur rencontre pour tenter de soulager leurs maux. En fait, on assistait à deux conceptions diamétralement opposées de ce qui devait être le devoir de la communauté victorine. Hannibal fut en tout cas très attristé par la décision de l'abbé et de ses amis moines. Pour lui-même, Gouyon de Matignon pensa d'ailleurs qu'il était plus sage de quitter Marseille et de se réfugier à La Ciotat, et la lettre de son intendant au consul de cette ville fait preuve d'une inquiétude bien plus grande pour son confort que pour le sort de ses ouailles. « Je vous écris pour vous prier de lui envoyer 3 mulets pour porter ses hardes avec un cheval. Sa grandeur m'a encore chargé de vous marquer qu'elle ira loger en arrivant chez les révérends pères de l'oratoire et que le lendemain elle se retirera à sa maison de ville. Elle fera porter son lit avec des tapisseries de Damas. Elle vous prie encore de lui faire porter des provisions de bois et de charbon. » Cependant, dans ses actes et ses missives, depuis son sanctuaire de La Ciotat, Gouyon de Matignon soulignait inlassablement que la repentance est le meilleur moyen pour sortir du maelstrom où la ville s'enfonçait, et il conviait la population à prier nuit et jour. Il scellait ses actes de cire verte, le vert qui symbolise le réveil du printemps, la résurrection des bienheureux, le vert qui demeure encore aujourd'hui la couleur de l'espérance et qui, singularité unique, se retrouve toujours actuellement sur les cierges de la procession de la Chandeleur à Marseille. L'espoir de l'abbé commendataire de Saint-Victor n'était cependant guère partagé par la population marseillaise, qui se sentait de plus en plus abandonnée, même si on lui assurait que l'on priait pour elle. Et elle se trouvait surtout impuissante face à l'abominable fléau. Elle finissait par se persuader, elle aussi, que Dieu avait décidé de rayer Marseille de la surface de la terre, comme jadis l'antique Babylone. Hannibal ne répondra jamais
aux multiples sollicitations des moines et préféra rester, contre vents et marées, auprès de ces malheureux Marseillais, découragés et épuisés. C'est vrai qu'il ne restait fin août à Marseille qu'une poignée de responsables, 4 pour être précis, sous l'autorité plus nominale que réelle du gouverneur Villiers, Louis-Alphonse de Forciat, marquis de Pile. Jamais sans doute si grande ville ne fut administrée par si peu d'hommes. Le 6 septembre, plus de 2000 cadavres pourrissent dans les rues. Le flot des morts, sinistre marée, submerge la ville. C'est un spectacle dantesque qui nous a été admirablement restitué dans ses détails les plus atroces par le peintre catalan Michel Serres. Les forçats, chargés d'enlever les cadavres, pillent à présent les maisons abandonnées, achèvent les moribonds et jettent dans les chariots des gens encore vivants qui sont précipités avec les autres dans les fosses communes. Quant à Annibal Camus, même aux heures les plus noires du fléau, il ne reste pas sur son vallon. Il parcourt la ville, inlassablement, un mouchoir mouillé de vinaigre sous le nez, ne craignant pas de s'approcher des cadavres en décomposition qui jonchent le sol, entassés les uns contre les autres, en espérant trouver quelque part un souffle de vie, et il s'efforce d'apporter aux survivants, qui sont encore capables de lutter contre un mal phagédénique, le secours de ses recettes. Sans doute cherchait-il à les expérimenter sur ces malheureux qui n'avaient plus rien à perdre, car depuis quelques années, il utilisait les propriétés bénéfiques des plantes pour s'efforcer de soigner les malades, ou tout au moins d'apaiser leurs souffrances, en partant du principe que si ces racines et ces plantes ne parvenaient pas à les guérir, elles ne recelaient en tout cas aucun mal pour la santé. Les animaux l'avaient d'ailleurs compris bien avant nous, et Marie riait souvent de voir son chat brouter la belle herbe du pré qui jouxtait le manoir afin de se nettoyer l'estomac après un trop copieux festin. Annibal complétait ainsi sa pharmacopée personnelle qui allait contribuer les années suivantes à asseoir sa notoriété et sa popularité à Marseille. Homme de cœur, il s'attachait, surtout en ces douloureuses circonstances, à soulager ceux qui, abandonnés de tous, souffraient de toutes sortes de maux physiques, mais aussi psychiques. La charité et la compassion, qui semblent résister de moins en moins à la peur de la mort, même chez les plus braves, conduiront ses pas dans les quartiers les plus dévastés par l'effroyable maladie, comme le quartier des Carmes, de l'Oratoire, le Cours, la rue des Fabres. S'il se réjouit de l'attitude héroïque de certains, il dénoncera longtemps et avec amertume les discours lénifiants d'autres, ainsi que l'indifférence et la fuite du plus grand nombre. Il constate, sans trop s'en étonner, que ceux qui ont le plus de cœur sont souvent les plus pauvres et les plus démunis. Quelle merveilleuse image que celle de ce pauvre qui, ayant enveloppé sa femme morte dans un drap de lit, l'a chargée sur ses épaules, et qui, tenant un crucifix d'une main et un cierge de l'autre, l'a porté dans le cimetière de la Major. Cette descente aux enfers peut, quelquefois, se transformer en ascension vers le sublime. Dans ce parcours de combattant macabre à travers une ville il y a peu si florissante, il semble probable qu'Annibal Camus croisa les pas d'une figure emblématique de l'histoire de Marseille, Monseigneur de Belzunce. « Peste est une maladie venant de l'ire de Dieu, tempestative, hâtive, monstrueuse, épouvantable », écrivit Ambroise Paré. Annibal Camus réfutait la thèse de la vengeance céleste, thèse qui était celle de l'Église
et de la plupart des responsables religieux de la cité, à commencer par le premier d'entre eux, Monseigneur de Belzunce. Pour l'évêque de Marseille, il était évident que cette épidémie représentait la manifestation la plus spectaculaire de l'ire de Dieu contre une cité qui avait trop complaisamment tendu l'oreille aux sirènes jansénistes. Dieu, irrité, veut punir les péchés du peuple, écrivit-il froidement les premiers jours du fléau. Marseille, une autre Sodome. Une fois encore, l'accusation était lancée. Comme nous l'avons dit, Annibal Camus ne pouvait pas accepter une telle explication. Certes, les Marseillais récoltaient les fruits de leur légèreté, leurs pratiques sexuelles, leur hygiène rudimentaire, mais ils ne pensaient en aucune façon que le terrible mal constituait la punition suprême d'un Christ pancréator qui allait à l'encontre de l'image qu'il se faisait de Dieu. Cette diatribe violente de l'évêque, les premiers jours, le révolte. Cependant, 2 mois après, constatant que ces curés tombaient comme des mouches, en s'efforçant d'apporter la consolation divine aux moribonds, Monseigneur de Belzunce quitta son palais et, par quelques actes spectaculaires, fit savoir à tous qu'il était sur place, prêt à apporter à ses ouailles le soutien actif de l'Église. Annibal, qui aimait ce que l'on appellerait aujourd'hui les hommes de terrain, ceux qui n'hésitaient pas à quitter le confort et la sécurité de leur demeure pour se rendre par eux-mêmes, pour se rendre compte par eux-mêmes de la réalité des choses, au contact des victimes, ceux qui, sans sourciller, trempaient leurs bras dans le cambouis, ne put que se réjouir de l'attitude nouvelle de notre évêque, même s'il n'était pas dupe d'un certain opportunisme de sa part. En fait, fallait-il reprocher à Monseigneur de Belzunce, qui après tout, bien qu'évêque, n'était pas sans faiblesse, une attitude un tantinet frileuse au début du fléau. Son courage et son dévouement, durant la suite des événements, allaient faire oublier ses premiers atermoiements et forger son image pour la postérité. Celle-ci conserve le souvenir du prélat, vêtu d'une soutane de soie, relevé bien haut sur le bras, une éponge imbibée de vinaigre sous le nez, parcourant la ville seul, en répandant des aumônes, réconfortant les malades et confessant les mourants. Les Marseillais sont très émus lorsqu'il bénit la ville du haut du clocher des Accoules, après avoir procédé à l'exorcisme rituel, ou lorsque, pieds nus, corde au cou, croix sur l'épaule et flambeau à la main, jouant le bouc émissaire, il la consacra au Sacré-Cœur à l'occasion d'une messe solennelle grandiose célébrée sur le cours qui porte aujourd'hui son nom. C'était le 1er novembre 1720. 1 mois plus tard, le fléau donnait les premiers signes de régression, et Monseigneur de Belzunce allait récolter les fruits de son action héroïque, même si cette épithète fréquemment employée pour qualifier son comportement peut paraître trop forte. En fait, il est évident que le rôle moral joué par l'évêque et sa conduite exemplaire auprès de la population marseillaise sont incontestables, mais il faut reconnaître, même si cela peut aller à l'encontre de la géographie religieuse le concernant, qu'il possédait ce que l'on appellerait aujourd'hui le sens de la publicité. Et il serait à notre époque une star incontestée des médias. D'aucuns prétendirent qu'Annibal Camus songera à lui, des années plus tard, lorsqu'à un âge vénérable, il soignera son image de marque et sa notoriété due à son âge en se montrant un peu partout, à toutes les occasions et dans toutes les manifestations festives de la vie marseillaise. Il est vraisemblable qu'Annibal rencontra l'évêque de Marseille au cours de cette cauchemardesque année 1720,
comme nous le supposions précédemment, même si en fait aucun témoignage précis ne vient corroborer cette hypothèse. En revanche, après 1740, lorsqu'Hannibal aura acquis une grande célébrité en Provence, mais aussi dans tout le pays, en raison d'abord de son âge et puis du succès de ses préparations médicamenteuses, une ou plusieurs rencontres entre les deux hommes semblent inévitables. Hannibal est pieux, mais, faut-il le rappeler, il ne se prête à aucune collusion avec quiconque, ni avec les gens d'église, ni avec leurs détracteurs. Il se rend à la messe tous les dimanches, ainsi qu'aux vêpres, en compagnie de Marie, à Notre-Dame des Accoules ou à Saint-Féréol. Il continue à entretenir d'excellentes relations avec les moines de Saint-Victor après la peste, même s'il n'a guère apprécié leur attitude au plus fort du fléau. Mais il est également très proche des Capucins, ordre mendiant dont le couvent, fondé par Catherine de Médicis, rue Neuve des Capucins, devenue de nos jours rue Longue des Capucins, disparaîtra avec la Révolution. Il avait d'ailleurs une immense admiration pour ces Capucins au dévouement exemplaire et dont 40 frères trouvèrent une mort atroce au chevet des agonisants en août 1720. Il avait également une grande estime pour les oratoriens, dont le supérieur, le père Gautier, laissera la vie en secourant les pestiférés. On sait que Monseigneur de Belzunce poursuivait les oratoriens d'une telle vindicte que le Parlement de Provence s'en était ému au point de faire placarder sur les rues de Marseille une lettre à Monseigneur l'évêque de Marseille en forme d'arrêt, qui constituait une saisie de son temporel, autrement dit, une interdiction d'agir comme un justicier. Son intransigeance et son intolérance ne pouvaient qu'incommoder Annibal Camus, qui ne comprenait pas que l'on puisse qualifier les jansénistes d'hérétiques, en leur promettant les flammes de l'enfer. À plusieurs reprises, Hannibal n'hésita pas à affirmer en public sa sympathie pour les jansénistes et les oratoriens, en dépit des foudres épiscopales. De même entretenait-il des rapports courtois avec les autres communautés solidement implantées à Marseille depuis des années, notamment les Juifs, nombreux dans la cité phocéenne, et qui se consacraient au négoce, et puis enfin avec les francs-maçons. À l'image du Dieu vengeur qui veut punir les hommes pour leur impiété, et qui détruisit jadis les grandes villes bibliques en châtiment de leurs péchés, ou déchaîna le déluge sur la terre, un Dieu redoutable et effrayant que l'Église agita pendant des siècles comme un épouvantail et qui ressurgit à nouveau avec la peste de 1720, Hannibal préférait privilégier celle d'un Dieu de bonté et de miséricorde qui accueillait le pécheur au royaume de Dieu dès lors que celui-ci reconnaissait ses fautes. Il aimait à rappeler que Jésus accueillait les lépreux, les plus misérables parmi tous les infirmes du monde antique, et les guérissait, de même qu'il accueillait les lépreux moraux, à savoir les femmes adultères, les prostituées, les collaborateurs, les samaritains, les infidèles, avec la même indulgence et la même chaleur. Il est bien évident qu'une telle attitude devait susciter la suspicion chez ceux qui, au sein du clergé, proclamaient aux Marseillais qu'ils avaient mérité leur châtiment et pour tout réconfort les menaçaient du feu de l'enfer. Elle est en tout cas symptomatique d'une évolution qui sera celle de l'Église au cours du siècle, une évolution lente mais irréversible, laissant apparaître en filigrane sur l'image du Dieu vengeur le visage rayonnant d'un Christ plein de bonté et d'amour qui s'imposera au XIXe siècle. Hannibal considérait également que l'Église ne devait pas être sectaire, qu'elle devait ouvrir toutes grandes ses portes aux hommes. On pense aux portes du jubilé de l'an 2000,
et les accueillir sans la moindre sélection préalable. Il était déjà de son temps partisan de l'œcuménisme et croyait en la réconciliation dans un avenir plus ou moins proche de toutes les religions, condition sine qua non pour que la compréhension et la paix triomphent sur la méfiance et la haine. Ces grands principes, exposés simplement, contribuèrent à forger l'image atypique de cet homme singulier dont la popularité n'allait cesser de croître au fil des années et que la sagesse et le grand âge allaient faire entrer vivant dans la légende. Des nuages blancs glissent au-dessus des merlons qui couronnent l'abbaye Saint-Victor, envahissent tout à coup la campagne environnante, puis disparaissent aussitôt en s'effilochant, poussés par un vent tiède et léger. Du cœur de quelques fermes disséminées ici et là dans le vallon, des animaux s'étirent, s'ébrouent, certains meuglent, d'autres hennissent, couinent ou cancanent, et un coq chante. Le soleil, timide, pointe avec prudence ses premiers rayons, qui aussitôt jouent à cache-cache entre le ciel et la mer. Par instants, il illumine quelques arbres qui s'estompent rapidement, engloutis par le fin brouillard. Bientôt tout le monde se réveille, les animaux comme les moines de l'abbaye, tandis que la ville, au loin, est encore endormie. Les hommes, à leur tour, ceux qui cultivent la terre et nourrissent les bêtes, apparaissent au seuil de leur chaumière, torse nu et sourire aux lèvres, et jouissent des premiers rayons du soleil. Annibal Camus, le plus âgé d'entre eux, est pourtant l'un des premiers levés. Jamais il ne manquerait ce spectacle grandiose de la nature, le lever du soleil qui apporte la vie sur notre bonne vieille terre, miracle quotidiennement renouvelé. Il ouvre tout grand les portes et les fenêtres de son manoir pour laisser entrer abondamment l'air vivifiant du matin et le soleil. Plus d'une heure après le premier chant du coq, Marseille et ses habitants émergent à leur tour de leur sommeil. Oh, combien réparateur après tant de nuits blanches, et se souhaitent une bonne journée en partant à leur travail joyeusement. En ce début d'année 1725, la ville a retrouvé son dynamisme et son optimisme. La peste et ses quelques 40 000 victimes ne sont désormais plus qu'un cauchemar définitivement exorcisé. La vie a repris avec plus de frénésie qu'auparavant, comme si on voulait rattraper le temps perdu, une fringale de vie que l'on peut mesurer à la multiplication des mariages à une cadence incroyable. L'activité maritime est à nouveau florissante. Autour de l'église Saint-Laurent, les quelques 800 marins-pêcheurs s'activent dans la bonne humeur, de même que tous ceux qui exercent le métier de négoce dans lequel Marseille a toujours excellé. Après 5 ans, constate Raoul Busquet, Marseille avait presque récupéré sa population du début de 1720. Et il semble bien qu'il en ait été à peu près de même dans tout le territoire dévasté. Une fois de plus, dans son histoire, Marseille prouve ainsi sa faculté de surmonter les épreuves et même de sortir stimulé par elles. Annibal a repris lui aussi ses activités, avec la même sérénité et la même passion sur cette terre où il semble attaché comme par un véritable lien charnel. Il achète à crédit et quelquefois à rente de nouveaux lopins de terre, notamment entre 1727 et 1739. Il cultive toutes sortes de légumes qui constituent la base de son alimentation et il commence la fabrication à grande échelle d'un certain nombre de médicaments à base de racines et de plantes qu'il commercialise avec un succès considérable. Ses contemporains s'accordent à reconnaître qu'il ne semble pas prendre un instant de détente durant la journée, si ce n'est le temps de ses repas, en général 3 par jour et à heures régulières.
Pourtant, il travaille et il vit à son rythme, qui est lent et régulier. Le temps de repos chez Hannibal semble curieusement incorporé au temps du travail. S'il a envie de se reposer, de méditer pendant 1 heure ou 2, en regardant le ciel ou la mer, il ne s'en prive pas. N'est-il pas le seul maître de son temps, qu'il organise à sa façon, suivant ses aspirations du moment? Ce rythme de vie, qui est, il faut en convenir, très différent de celui de ses contemporains, tout au moins de ceux qui travaillent dans les champs comme dans les villes, et qui est l'antithèse de celui de l'homme moderne, continuellement stressé, même s'il travaille beaucoup moins que ses ancêtres, et profite de nombreux jours de vacances, notion inconnue à l'époque d'Hannibal, explique en partie, en tout cas pour les médecins de son temps, l'âge exceptionnel qu'il atteindra dans un état de santé satisfaisant. Hannibal a, toute sa vie, pris le temps de vivre. Sa démarche est lente et régulière. Même s'il lui arrive d'être un peu pressé, il se hâte lentement. Pourrait-on dire, en partant du principe de ce bon monsieur de La Fontaine, qui veut voyager loin, mais nage à sa monture. Ses mouvements sont lents, mais précis et jamais inutiles. Il économise ses moindres gestes et ses déplacements. Il est, comme on l'a vu, d'une humeur égale, et jamais il ne s'emporte ou s'enflamme avec des gestes brutaux. Ses sentiments, sa colère, son indignation, sa joie, ne transparaissent que dans son regard et sur les rides de son visage. Il parle lentement, mais assurément, en utilisant toujours les mots justes, mais jamais pour ne rien dire. Il reste souvent des heures sans prononcer une seule parole. Il n'élève jamais la voix, si ce n'est pour chanter à la messe. Son timbre est doux et chaud. Il vit au rythme de la nature, des plantes et des animaux qui l'entourent, en parfaite osmose avec eux. Quand il part en villégiature dans la campagne provençale, il n'est pas muni d'une montre, bien que celle-ci fût inventée 50 ans plus tôt avec la découverte du balancier spiral. Il n'est nullement opposé au progrès scientifique et technique, bien au contraire, et on a pu souvent constater le grand intérêt qu'il y porte. Mais pour ce qui est de cet accessoire, il ne ressent pas la nécessité de son utilisation, puisque le soleil, presque toujours visible dans le ciel du midi, permet de suivre chaque jour la progression du temps. Chez lui, quelquefois, il utilise le sablier, qui au début du XVIIIe siècle continue à servir aux prêtres, notamment dans les campagnes, pour calculer le temps de leurs sermons et qu'ils conservent près de leur chair. Son exceptionnelle santé, Hannibal ne la doit pas seulement à son rythme de vie et à son caractère, mais aussi surtout à son alimentation saine et équilibrée. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, affirmait Molière dans l'Avare. Cela aurait pu être la devise d'Hannibal Camus, pour lequel la nourriture était certes indispensable à l'homme pour vivre, mais manger ne devait en aucune façon devenir une fin en soi. Par ailleurs, bien se nourrir, à savoir manger modérément des aliments sains, est pour lui la condition nécessaire à une bonne santé et à un mieux vivre, comme l'on dirait aujourd'hui. Une bonne digestion est essentielle. De celle-ci dépend l'épanouissement de l'individu. Un estomac malade ne pousse-t-il pas au scepticisme, à l'incrédulité, fait germer les idées noires et les idées de mort? Chacun en est aujourd'hui convaincu, mais les médecins contemporains d'Hannibal ne faisaient pas la corrélation entre une nourriture saine et équilibrée, d'une part, et d'autre part, une meilleure forme physique et morale.
On connaît l'alimentation pléthorique et trop riche de Louis XIV. Celle-ci altérera rapidement sa santé, qu'il avait pourtant solide, le conduisant à l'obésité et à de nombreux problèmes digestifs et vasculaires, sans que jamais les médecins qui l'entouraient n'envisagent de lui prescrire un régime plus raisonnable. Le remède le plus couramment employé, et qui s'appliquait à presque toutes les maladies, était alors la saignée, sorte de panacée, guérissant, mais aussi prévenant à peu près tous les maux. Hannibal redoutait la saignée et condamnait son utilisation sans discernement par le corps médical de l'époque. Il s'en était même ouvert auprès de la reine Marie-Thérèse lorsqu'il la rencontra en 1681. De même, il avait la phobie des purges qui, créant un déséquilibre dans les fonctions du corps, les perturbe et contrarie la nature. En fait, il avait perçu la maladie comme une mise en cause d'un équilibre naturel fragilisé par les excès de toutes sortes, la gourmandise en particulier, d'où sa critique virulente de la saignée de précaution des intempérants. Sa prédilection pour les légumes et tout ce qui vient de la terre s'explique tout d'abord par son attachement quasi viscéral pour la terre qu'il cultivait avec tendresse et bichonnait comme une maîtresse. Contrairement à la plupart de ses contemporains, même parmi les paysans, il n'avait aucun a priori envers les produits de la terre et au contraire croyait en leurs multiples vertus. Ainsi, il est à peu près certain qu'il cultiva après 1720 un tubercule alors très décrié, la pomme de terre. Connu et consommé au Pérou depuis 4000 ans, un compagnon de Pizarro en avait envoyé quelques spécimens à des botanistes européens vers 1550. Mais elle ne parvenait pas à s'imposer en France et avait même une réputation détestable et était considérée comme le plus mauvais des légumes. Hannibal Camus était persuadé dès 1740 de la valeur nutritive du tubercule au nid, dont on disait encore à l'époque que son étrange pouvoir de se multiplier seul sous la terre ne pouvait avoir que des raisons surnaturelles. Et non seulement il le cultivait, mais aussi il le consommait et préconisait sa consommation en dépit de l'hostilité de l'Église et la méfiance de la classe paysanne. Hannibal ne fut d'ailleurs pas le seul à se faire l'avocat du diable. Dans toutes les régions françaises, des cultivateurs et des agronomes avisés s'efforçaient de convaincre le plus grand nombre des bienfaits du nouveau légume. La pression des disettes et les ravages de la guerre favoriseront finalement l'introduction de la culture de masse des papas dans toute l'Europe, mais ce n'est en définitive qu'en 1757 que le fameux Auguste Parmentier, un pharmacien militaire français engagé dans la guerre de 7 ans, réussit à introduire de façon irrémédiable sa culture en France, en pensant, fort justement, que la pomme de terre pouvait suppléer en temps de disette aux légumes employés traditionnellement dans la nourriture commune et au pain. Belle revanche pour Hannibal Camus sur les sceptiques et ceux qui le considéraient comme un doux farfelu. De même, Hannibal s'intéressa à un autre légume, promis lui aussi un brillant avenir, notamment en Provence, la tomate, originaire d'Amérique du Sud et qui fut introduite en Espagne au XVIe siècle. Les premiers plants proviendraient, dit-on, de graines prélevées par Rabelais dans le jardin secret du pape Paul III, pape novateur dans tous les domaines. Longtemps tenu comme plante ornementale, sa culture comme légume ne débuta en Provence, sur une grande échelle, que vers 1780. Pourtant, dès 1730, des cultivateurs, à l'instar d'Hannibal, avaient commencé à cultiver la tomate en tant que légume à part entière. La tomate qui allait devenir le légume de base de notre cuisine provençale.
Mais Hannibal aimait aussi beaucoup les champignons, des perles de nos forêts, qu'il connaissait parfaitement et dont il vantait les vertus. Avec les légumes et les fruits, sa seule gourmandise, le poisson constituait également un élément essentiel de son alimentation, même s'il le consommait en petite quantité. De façon générale, depuis les origines mêmes de la ville, les Marseillais sont ichthyophages. La Provence a toujours joui d'ailleurs dans ce domaine d'une situation assez exceptionnelle qui permet de tout temps aux professionnels de proposer à la clientèle du poisson en quantité plus que suffisante et une variété d'espèces très étendue. Pour Marseille, le poisson fait partie de ses traditions alimentaires et constitue la base de son alimentation. Il est vendu à bas prix sur les marchés du fait de sa profusion et il est donc accessible même aux plus pauvres. Pour les serviteurs de Dieu, qui prônent généralement l'abstinence de la viande, il occupe également une place privilégiée dans l'alimentation. Hannibal excellait, dit-on, dans la préparation du poisson, rehaussé de nombreuses herbes parfumées aux multiples vertus. S'il buvait peu de vin, il appréciait le bon vin. Le bon vin, notamment celui des vignes des moines de Saint-Victor, qui viennent d'ailleurs de réapparaître sur les pentes de la colline du fort Saint-Nicolas depuis quelques années, le fort Saint-Nicolas juste en face du Sofitel. Marseille a longtemps produit du vin, et même plus que la cité n'en avait besoin pour sa consommation. On évalue à 22,5 millions de litres la production vinicole annuelle du terroir à la fin du XVIe siècle. Les vignes ont prospéré à Marseille dès le Moyen-Âge, grâce au défrichement réalisé par les moines de Saint-Victor. Leurs vignes enserraient la porte Paradis, celle qui a donné son nom à la rue, atteignaient le Haut-Saint-Ginier, descendaient vers le vallon de la Gironde, le Prado, et du côté de la vallée de l'Uvonne jusqu'à l'actuel Saint-Loup. À l'est, le vignoble emplit le quartier de la Baudille, la Madeleine, le Camas, qui s'appelle alors Entrevignes, et la plaine Saint-Michel. Elle traverse le Jarret pour atteindre Saint-Just. Au nord-est, elle s'infiltre entre la Belle de Mai et le Canet. Les Marseillais exportaient leur vin, qui avait une excellente réputation. Rufy, dans la deuxième édition de son Histoire de Marseille en 1696, fait ainsi son éloge. Aujourd'hui, il y en a de toutes sortes et de si excellents qu'ils peuvent entrer en comparaison avec les meilleurs du monde et même du muscat de toutes couleurs. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que l'extension de la ville entraînera le déclin de la vigne, dont l'arrivée de l'eau de la Durance à Marseille en 1849 sonnera le glas, celle-ci apportant aux exploitants la possibilité de cultures diversifiées, plus rémunératrices. Si l'on en croit le baron Leroy de Boisseau-Marié, l'une des principales sommités en matière vinicole avant la guerre, et qui fut à 17 reprises président de l'Office international du vin, notre petit Côte de Provence est le digne descendant de ces vins issus des vignobles marseillais. Pour en finir avec ce chapitre culinaire, précisons qu'Hannibal n'aimait pas ou peu la pâtisserie qu'il jugeait nocive pour une bonne digestion. Mais, fidèle aux traditions, on retrouvait sur sa table, lors de la veillée de Noël, même après la disparition de Marie, les 13 desserts rappelant le Christ et les 12 apôtres. Hannibal a quelquefois été décrit comme un misanthrope, en raison d'un certain goût pour la solitude. En fait, il n'en était rien. Bien au contraire, comme on a pu le voir lors de la peste de 1720, il aimait les hommes, comme il aimait les bêtes qui le lui rendaient bien, et parmi eux, il appréciait particulièrement les cochons, qui, disait-il, de tous les animaux, sont ceux qui nous ressemblent le plus.
parfois un peu froussard, quelquefois un peu téméraire, presque toujours rusé. Un beau jour de juillet 1742, comme elle rentrait de la messe, Marie ressentit soudainement une curieuse langueur, une sorte d'immense fatigue. À peine franchit le seuil de sa porte, elle se laissa tomber, les pommettes rouges, la poitrine battante, les jambes cassées, les yeux caves et brillants, sur une chaise basse en face de l'imposante pendule qui avait fini par remplacer le sablier dans le manoir. Elle resta immobile un long moment, le regard fixé sur les petites aiguilles de cuivre qui tournaient de leur marche lente et régulière autour du cadran de faïence. Sans doute songea-t-elle alors à toutes ces années passées, comme par enchantement, depuis son mariage, il y a plus de 45 ans, avec cet homme singulier qu'elle aimait avec passion, et dont elle ne pouvait imaginer qu'il deviendrait, au fil des ans, une sorte de gloire locale et qu'il passerait à la postérité. Il était tout juste 11 heures. À l'extérieur, il eut tout à coup de grands remous et le martèlement des sabots d'un cheval sur le pavage brillant de l'éclat du neuf, car il y a peu de temps que les rues du quartier avaient été pavées. L'échevin Jean Beaumont, un sourire bienveillant sur les lèvres, traversait au petit trot ce qu'il appelait le Nouveau Marseille, l'épée nue pendant par la dragonne au poignet de la main qui tenait les rênes. Ah, ce quartier avait bien changé depuis qu'Annibal s'y était installé puis avait épousé Marie. Situé aux marges de la ville, sur une paroisse créée peu avant leur mariage, celui-ci était peu peuplé. Les maisons éloignées les unes des autres, clairsemées dans la campagne, lui donnaient un aspect très différent des autres quartiers de la ville. Néanmoins, avec le temps, des travaux de voirie, la construction de bastides cossues, l'apparition de petits commerces, allaient modifier son visage et sans doute justifier les craintes des anciens du lieu, à savoir voir la ville nauséabonde et bruyante engloutir ce havre de paix bucolique et briser à jamais sa tranquillité. Les bourgeois, se consultant entre eux, avec des hochements de tête, et les petites gens, se pressaient autour du notable pour l'accueillir et solliciter de lui de menus services ou bien obtenir ses assurances quant à l'avenir de la cité et du quartier. Celui-ci salue son monde d'un regard circulaire, répond aux questions sans détour et évoque ce que nous appellerions aujourd'hui le plan d'urbanisme des responsables de la ville. Des enfants, les yeux ronds et luisants, admiraient la selle de guerre de l'échevin dont les fontes ouvragées laissaient voir les crosses de forts pistolets. Il faut dire qu'une fois franchie la limite des remparts que Louis XIV avait fait détruire en 1767, mais dont les quelques vestiges délimitaient toujours le cœur de la vieille ville, les gens de condition prenaient des précautions pour se défendre, car l'on craignait toujours l'attaque de quelques manants ou voleurs de grands chemins, la sécurité des biens et des personnes étant alors l'une des grandes préoccupations des responsables de l'époque. Préoccupation qui reste plus que jamais d'actualité à Marseille et dans toutes les grandes villes d'ailleurs à l'aube du XXIe siècle. Annibal, qui rentrait des champs, croisa l'échevin sur son fier destrier. Celui-ci le salua avec civilité. Il connaissait bien ce vieillard serein et infatigable qui avait allègrement dépassé les 100 ans et dont la population vantait les mérites ainsi que les effets bienfaisants de ses médicaments. Ils échangèrent quelques mots et Annibal reprit son chemin. Marie s'était remise de son malaise. En tout cas, elle n'en laissa rien paraître en accueillant gaiement son cher Annibal,
Ils mangèrent normalement, en parlant de la visite matinale de l'échevin dans le quartier. Le soir, elle se coucha plutôt qu'à l'ordinaire et s'endormit paisiblement de son dernier sommeil. À son réveil, Hannibal, consterné, la découvrit au petit matin encore tiède. Elle avait quitté cette terre sans bruit, sans déranger quiconque. Sur son visage détendu flottait comme un sourire. Il y avait alors à Marseille une confrérie qui se chargeait de préparer les morts pour la sépulture. Hannibal, cependant, voulut lui-même laver et habiller sa chère Marie. Il était très triste, mais il savait qu'on ne pouvait pas s'opposer à la volonté du Seigneur lorsque votre heure sonne. Quelques jours plus tard, comme il passait devant l'église Saint-Victor, Jacques d'Aviel, le grand chirurgien spécialisé dans les maladies des yeux, qui fut sans doute le plus marseillais des Normands, s'étonna de voir la foule amassée et affligée. Sans doute celle-ci assistait-elle aux obsèques d'une personnalité éminente de la cité. Il s'informa auprès d'une jeune femme, la mine défaite et les yeux rougis de larmes. « C'est la pauvre Marie, peu chère. Elle était si douce et si bonne avec tous. Dieu l'accueille en son paradis. » Il apprit alors, stupéfait, l'âge de la défunte et celui de son époux. On ne sait s'il avait déjà rencontré Hannibal, mais il est probable qu'il en avait entendu parler et que la présence même dans cette ville d'un homme de plus de 100 ans, en parfaite forme physique, démontrait pour lui, s'il fallait une preuve de plus, qu'à Marseille rien n'était comme ailleurs et que tout était possible. C'est vrai que tout était possible à Marseille. Même cette fantastique opération de la cataracte que Jacques d'Aviel exécuta pour la première fois à l'Hôtel-Dieu l'année suivante, le 2 avril, par l'extraction du cristallin du fameux ermite d'Aiguille. De nos jours, son buste en bronze, au milieu de l'esplanade, rappelle toujours cet exploit scientifique qui fit date dans l'histoire de l'ophtalmologie. Marie et Hannibal étaient très connus et estimés dans leur quartier, et au-delà des limites de celui-ci dans toute la ville. Ainsi, nombreux furent les Marseillais qui accompagnèrent Marie à sa dernière demeure sous le soleil en feu et un ciel vaporeux. Son corps fut enseveli dans l'église Saint-Victor. L'acte d'inhumation du 19 juillet accorda à la défunte environ 90 ans. Ce qui était un âge canonique à une époque où vivre jusqu'à 75 ans, comme Louis XIV, était exceptionnel, voire rarissime, et à l'âge de 50 ans, on commençait déjà à entrer dans la vieillesse. C'est alors que les Marseillais prirent véritablement conscience de la présence quasi permanente, bien que souvent muette, d'Hannibal Camus dans la vie de la cité et de ses habitants, et cela depuis si longtemps, qu'il faisait partie, en quelque sorte, du paysage et de l'univers familier de chacun. Il s'était tellement fondu dans ce paysage qu'on finissait quelquefois par ne plus le remarquer. Et pourtant, il était connu de tous. Pour certains, c'était un excentrique, avec son éternel bonnet de coton sous son chapeau, ainsi que sa phobie de la malpropreté et des odeurs. Pour d'autres, c'était un véritable savant, qui connaissait les secrets de la nature et de la longue vie. Mais la majorité le considérait comme un sage et un humaniste. Aussi le consultait-on sur tous les petits problèmes de la vie quotidienne, des problèmes de cœur comme ceux du corps. En fait, il était devenu, au fil des années, pour la plupart des Marseillais, celui qui aide, protège, encourage, conseille, apporte souvent des solutions,
redonne confiance en la vie. Il était en quelque sorte l'homme providentiel. Par ailleurs, à partir du décès de Marie, sa santé robuste, sa vitalité exceptionnelle, à près de 105 ans, le temps passe, le récit de ses exploits et de ses actes de bravoure réels ou supposés, qui circulaient de bouche à oreille, vont commencer à faire d'Annibal Camus une véritable légende vivante à Marseille. Avait-il donc passé un pacte avec la mort, se demandaient certains avec un tantinet de suspicion. Ce qui est certain, c'est que son âge canonique et son incroyable forme physique et intellectuelle surprirent grandement Monseigneur de Bellois. Monseigneur de Bellois qui devint évêque de Marseille en 1755 à la mort de Belzunce. Âgé de seulement 42 ans, le nouvel évêque avait été choisi pour son tempérament modéré et conciliant. On peut dire qu'il était l'antithèse de Belzunce et, dès sa domination, il entama le dialogue avec les jansénistes et, si vivement combattu par son prédécesseur, et favorisera la décrispation. Il encouragea les œuvres traditionnelles de piété et de persévérance, surtout celles d'éducation et de charité, aidera les ordres religieux qui peu à peu perdaient leur audience, visitera de nombreuses familles dans tous les quartiers de la ville et bien évidemment rencontrera Annibal à plusieurs reprises. Il s'intéressa d'ailleurs vivement à cette figure originale de notre cité, l'homme le plus vieux du royaume et sans doute du monde. « Mon ami, lui dit-il, quel est donc le secret de votre étonnante longévité et de votre forme exceptionnelle ? » « Dieu a tout fait, monseigneur. Je me suis borné à prendre pour guide la sobriété et l'exercice. » La sobriété et l'exercice. Notez-le bien. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la dernière partie du Socrate marseillais, le maître du temps, qui couvrira les années 1750 à 1760. Merci beaucoup et à très bientôt.